Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les formes de résistance. Alors, juste pour faire un petit rappel, la résistance se divise en trois grandes catégories en thérapie de la cohérence. On a la résistance à la découverte, la résistance à l'intégration et la résistance à la transformation. Étant donné qu'on sait que les schémas sont bâtis en fonction le plus possible d'éviter une pire souffrance, c'est parfaitement normal qu'on sente une certaine résistance de base quand vient le temps de découvrir, de rendre explicite des construits ou des schémas. Parce que c'est sûr que le travail de découverte crée un certain inconfort. Mais quand on a vraiment affaire à de la résistance envers la découverte, on va voir que la personne nous répond souvent qu'elle ne sait pas, elle devient confuse, elle oublie les questions, elle devient un peu figée, elle devient un peu passive ou retirée, paralysée. Et ça, ben, on va le considérer si vraiment ça nous bloque dans notre progression, puis que ce n'est pas dû au type de questions qu'on pose ou au non-respect de la fenêtre limbique de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer à ce moment-là cette résistance-là à la découverte comme un symptôme et puis on va essayer d'aller voir derrière de quoi est-ce que la personne se protège en n'allant pas voir, en n'allant pas plus loin ou en n'allant pas ressentir ces choses-là. Un bon exemple de cause de résistance à la découverte, ce serait quelque chose comme si je me laisse toucher par cette tristesse-là ou si j'ouvre les vannes de cette tristesse-là, je vais être complètement dévastée ou je vais être tellement envahie que je ne pourrai pas le tolérer, je ne serai pas capable de redescendre de cette expérience-là d'un point de vue intensité, etc. Alors ça serait là, assez typique là, de la résistance à la découverte. Ensuite, la résistance à l'intégration, la forme que ça va typiquement prendre, ben, c'est autour de la carte rappel. Alors, on va voir que la personne se reconnaît tout à fait dans la carte rappel, mais quand on fait notre suivi sur la carte rappel à la séance suivante, la personne a oublié de lire sa carte ou bien elle n'arrive pas à spontanément là, redonner des parties de la carte rappel dans son discours, ou bien nous dit que la carte avait sonné vrai au début, mais que quelques jours plus tard, ça sonnait plus juste du tout, ou elle est revenue en position anti-symptôme par rapport à sa carte rappel, et ce n'est pas dû évidemment là, à une transformation spontanée qui se serait produite entre les séances. Là, à ce moment-là, on se retrouve là, avec une résistance à l'intégration. On va proposer à la personne de regarder, oups, peut-être que ça, c'était une étape, une bouchée un petit peu trop grosse à encaisser. Peut-être qu'on pourrait regarder qu'est-ce qui a été intense à la dernière rencontre, d'être en présence de ces vérités émotionnelles-là. Qu'est-ce qui a réagi puis qui a recréé une distance avec ce matériel-là. On va essayer d'y aller plus graduellement, plus doucement pour comprendre ce qui se passe. OK? Pour ce qui est de la résistance à la transformation, ben là, cette résistance-là, elle se produit quand vraiment la personne a très bien intégré son schéma, elle habite son agentivité quand c'est pertinent à produire volontairement son symptôme pour éviter une pire souffrance. Donc, elle est consciente de faire un choix entre deux souffrances. On a du super matériel contradictoire. On l'amène en juxtaposition. On est bel et bien en expérientiel. On n'est pas en intellectuel. Et là, on voit là, que la magie n'opère pas. Il y a quelque chose qui s'accroche un peu au cadre de porte, là, qui ne veut pas changer de paradigme. Et là, on se retrouve dans une forme de résistance à la transformation. Et là, il y a des considérations très pertinentes pour le traumatisme complexe de l'attachement, qui est le thème de notre petite série. Les changements de paradigme représentent un gros ajustement pour le système nerveux et la définition subjective de la réalité sur laquelle une personne fonctionne, surtout quand ces paradigmes définissent la réalité au sujet des parents, de l'identité, etc. C'est des gros piliers dans la construction d'une personne. L'une des composantes principales du traumatisme complexe de l'attachement, c'est le faible sentiment de valeur personnelle. La personne fonctionne à partir d'apprentissages émotionnels qui définissent la réalité comme, par exemple, mes parents m'ont envoyé plein de messages selon lesquels je n'ai aucune valeur. Et ça, c'est la vérité absolue. Alors, je me définis comme n'en ayant aucune, c'est ma faute, je le mérite, etc.
Et soudainement, la personne se retrouve guidée à réaliser graduellement qu'il existe une autre explication à tout ça, un autre sens totalement différent pour ses expériences avec ses parents. C'était leur échec. Ils étaient en train d'échouer à être des parents aimants, des humains compatissants, accueillants. Une personne qui cesse de croire au construit d'origine et qui s'ouvre à la possibilité que cette réalité alternative soit vraie, vit un changement de paradigme majeur qui s'accompagne d'états et d'affects très désagréables à ressentir. C'est presque attendu que la personne montre de la résistance à la transformation à cet endroit-là. Et c'est très important que le thérapeute accompagne le processus troublant en normalisant l'expérience, en discutant du sujet de manière explicite et claire, avec empathie, envers la cohérence de la résistance, en disant par exemple, oui, c'est vraiment douloureux à cet endroit de s'ouvrir à cette possibilité que, OK, tellement douloureux que c'est pas possible d'accepter ça en ce moment ou de laisser ça être la réalité. OK? Et patiemment, on accompagne la personne jusqu'à ce qu'elle puisse tranquillement apprivoiser cette réalité-là. Au final, la méthode de travail ne change pas. On fait la découverte, l'intégration, la transformation de la résistance en appliquant la thérapie de la cohérence en expérientiel. On veut aller découvrir ce que la résistance anticipe qui va se vivre si la personne reste en contact avec son schéma dans sa pleine conscience de tous les jours ou s'approprie sa nécessité de produire le symptôme ou encore, OK, dans le cas de la résistance à la transformation, ce que le schéma de la résistance anticipe si le schéma cesse d'être vrai. Évidemment, comme c'est une résistance à une expérience qui pourrait se vivre directement dans la séance, c'est important d'y aller très graduellement. Et pour ce faire, on peut choisir des exercices expérientiels qui créent une dissociation saine du matériel émergent, comme en faisant visualiser la scène sur un écran de cinéma plutôt que de s'y plonger directement. Tout ce qui permet de doser l'intensité pour la garder dans la fenêtre de tolérance remplit ce mandat-là. Une fois que la souffrance anticipée est bien explicite, on cherche à créer une expérience contradictoire, à moins qu'une expérience de détection d'erreur ne se manifeste automatiquement quand le schéma de la résistance se bute sur des connaissances contradictoires au moment de l'intégration. Chez les personnes avec un traumatisme complexe de l'attachement, ces obstacles sont très courants et demandent constamment de rediriger le travail de découverte, d'intégration et de transformation sur ces types de résistance, ce qui contribue aussi beaucoup à la longueur de ces suivis. Maintenant, pour ce qui est des schémas identitaires, eh bien, dans presque tous les cas, les traumatismes de l'attachement, complexes ou non, vont favoriser la construction de schémas identitaires, c'est-à-dire les schémas qui définissent le je. Quand ces schémas sont déstabilisés par une expérience contradictoire qui crée une détection d'erreur, c'est souvent désorientant, déstabilisant et même effrayant pour la personne. J'aime bien leur présenter comme l'un de leurs piliers centraux qui se met soudainement à changer de place. OK? OK? Et on le sent passer et c'est très, très inconfortable. C'est un petit peu comme si les poutres maîtresses de la maison venaient de changer d'orientation. OK? Le travail avec ces schémas-là a besoin d'être très délicat et sensible. Et pour les aider à normaliser et légitimer leur inconfort, vous pouvez leur dire quelque chose comme la vérité émotionnelle sur laquelle on travaille porte sur votre identité. Quand on crée des changements de paradigme à ce niveau-là, qu'on touche à ces convictions-là, c'est très désorientant. Et la majorité des personnes va immédiatement se reconnaître dans ce mot-clé-là, désorientant, et ressentir un soulagement de voir son ressenti avoir un sens et une cohérence. C'est une belle intégration en autocompassion envers la cohérence de leur résistance. Quand un construit identitaire important commence à se buter à des expériences contradictoires de plus en plus fortes et que la personne n'arrive plus à le ressentir comme étant vrai, l'expérience peut devenir assez pénible. Vous pouvez partager que bien des personnes qui sont aussi passées par là ont trouvé difficile de sentir ce changement de paradigme qui fait perdre les repères très importants et fondamentaux. On peut littéralement avoir l'impression de ne plus savoir comment marcher dans la rue ou encore avoir l'impression d'être soudainement arrivé dans les limbes, comme si les sons sont étouffés, la nourriture perd un peu son goût, les couleurs perdent leur éclat. Finalement, c'est un peu comme avoir la COVID. Mais il faut les rassurer sur le fait que cet état-là est vraiment temporaire.
OK? Ça dure quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais éventuellement, l'esprit et l'être trouvent leur chemin dans le vide qui est laissé par ce paradigme identitaire et là, des nouveaux repères commencent à se construire et devenir utiles. La désorientation pénible diminue proportionnellement à ce processus-là. OK? C'est important de normaliser que oui, c'est vraiment injuste que la transformation d'un construit identitaire très nocif comme je suis mauvais ne propulse pas la personne immédiatement dans un bien-être profond, la clairière ensoleillée qu'on montre dans nos formations, et qu'elles doivent traverser une expérience de désorientation très pénible et éprouvante avant de se retrouver là. Mais c'est un mal nécessaire. Alors, j'espère que ça vous éclaire au sujet des construits identitaires et de la résistance à la transformation. Et puis, je vous souhaite sur ce une très bonne pratique. On se revoit pour notre capsule, et je crois que ça va être la dernière de la série, sur le fameux processing. À tout de suite.